En 2022, Zuckerberg disait, quand ils ont vu sur Instagram que les Reels étaient maintenant le contenu le plus consommé et que plus de 50% du contenu mis sur Instagram était du contenu suggéré au lieu du contenu que tu suis d'un de tes amis, qu'est-ce que Mark Zuckerberg a fait? Il a acheté et acheté et acheté ce qu'on appelle des GPU. Il en a acheté plus que Microsoft, il en a acheté plus que Google, il en a acheté plus que tout le monde, mais pas dans une optique de grand joueur d'échecs. Non, simplement parce qu'il voulait accélérer un petit peu son investissement sur les Reels, sur le contenu qu'il pouvait donner à ses utilisateurs. Et finalement, ChatGPT se lance, l'intelligence artificielle, ça devient quelque chose que tout le monde comprend, et Meta se dit, oh, là, on se retrouve dans un environnement où est-ce qu'on a plus de GPUs que tout le monde, on a plus de data que tout le monde, pourquoi on ne se prêterait pas au jeu? Hey, dans cet épisode, on va parler de l'état financier de Meta et plus largement finalement sa stratégie, les dernières nouveautés qui ont été annoncées fin du Q1 2024. Donc écoute bien l'épisode et si jamais tu as envie d'en savoir plus sur la publicité sur Facebook et de manière générale sur Meta et la plateforme publicitaire, n'hésite pas à t'abonner à Social Scaling. On lance l'épisode tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul car je suis accompagné d'Antoine Gagné, président fondateur de l'agence J7 Media. Comment ça va, Antoine? Hello Antoine Dalmas, toujours content d'être de retour sur Social Scaling, ça faisait un petit bout de temps. Mais bon, on est de retour puis on va discuter ensemble des choses qu'on aime, des bilans de Meta, de la publicité sur ces différentes plateformes, donc ça va être intéressant. Exactement, c'est exactement ça le thème du jour. Très récemment, Mark Zuckerberg a partagé sur ses réseaux justement le bilan finalement de Q1 2024 et je me suis dit que tu étais la meilleure personne pour en parler. Donc là, l'idée, ça va être de parler un peu de l'état financier du groupe, de sa stratégie, des nouveautés et puis de ce qu'on peut en attendre finalement sur les prochains mois. Donc je te pose la question, Antoine, qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette annonce de Q1 2024? Ben écoute, Antoine, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sent vraiment une narrative qui s'est installée chez Mark Zuckerberg concernant la stratégie reliée à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est assez clair, c'est-à-dire que pendant un bon bout de temps, et on a fait, je ne sais pas combien d'épisodes, toi et moi, à travers les années, où est-ce qu'on parlait de l'avènement du Metaverse. Il y a eu un changement de nom également. Le groupe est passé de Facebook à Meta, avec l'idée derrière de se consacrer uniquement au Metaverse. Ils ont fait des investissements importants au cours des dernières années pour bâtir cet environnement parallèle qu'on ne connaît pas encore vraiment. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de tout ça? Quand on va vraiment l'utiliser? Et je parle vraiment de monsieur et madame tout le monde. Je parle pas simplement de certaines personnes qui veulent voir ce qui se déroule là-dedans. Et ils ont investi des dizaines et des dizaines de milliards autour du Metaverse. Et qu'est-ce qui s'est déroulé? Les gens ont commencé à poser des questions. Les investisseurs ont commencé également à poser énormément de questions. Il y a même un des plus gros investisseurs chez Meta, qui est le groupe Altimeter, qui à un certain moment donné, quand il voyait que l'action ne faisait qu'aller à la baisse, a envoyé une lettre à Mark Zuckerberg disant « Là, il faut que ça arrête les investissements dans le Metaverse. Tu dois également couper de 20% tes effectifs dans ton organisation. » Tu en avais parlé, ouais, je m'en souviens très bien de cet épisode, tu en avais parlé, oui. Exact. Il investissait trop dans des choses que le public n'était pas capable de voir le bout du tunnel autour de ça. Et ce qui s'est déroulé, c'est que si on regarde bien les tendances au cours des dernières années, l'action de Meta pendant la COVID jusqu'à 2021 était excessivement haute. Par la suite, il y a eu une descente vertigineuse, je pourrais dire, au cours de l'année 2022, où est-ce que l'action se transigeait, je pense, à une valorisation boursière de 200-250 milliards de dollars pour l'organisation. Pour donner un petit peu de contexte, chaque trimestre, Meta va faire entre 5 et 10 milliards de bénéfices nets, c'est pour dire. Et la valorisation de l'entreprise avait uniquement une valeur de plus de 200 milliards de dollars, ce qui faisait aucun sens sur papier. C'est comme si on donnait une valorisation de 5 fois les profits. Mais habituellement, des organisations comme ça à la bourse, il peut y avoir des valorisations à 30, 40 fois les profits. C'est ce qu'on voit avec des Microsoft et des Google de ce monde. Donc, c'était un petit peu stupide, littéralement, ce qui se déroulait avec l'action de Meta. Tout le monde était au courant que l'action valait beaucoup plus, mais à cause des actions que Mark Zuckerberg faisait, à cause des initiatives qu'il faisait autour du Metaverse, les gens n'avaient pas vraiment confiance. Les gens se disaient, où cette entreprise-là va? Où est-ce qu'ils s'en vont? Et début 2023, après avoir reçu des plaintes, après avoir reçu des lettres, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, Zuckerberg et son groupe de direction se sont retroussés les manches et se sont dit, cette année, c'est l'année de l'efficacité.
Cette année, c'est l'année où est-ce qu'on va faire des coupures et on va gérer notre organisation un petit peu plus comme une startup. Donc, nos managers, au lieu d'avoir 7 personnes en dessous d'eux, ils vont avoir maximum 3 personnes en dessous d'eux. Et à partir de là, il y a eu énormément de coupures. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi, ce qui est triste, on l'entend. Mais sur papier, c'était la bonne chose à faire parce qu'il y avait trop de gens dans le groupe. L'entreprise était simplement trop gonflée. Et il y avait trop de dépenses qui étaient faites à droite à gauche pour des choses qui n'avaient pas nécessairement besoin d'être. Et depuis cette coupure-là, les investisseurs ont été, je dirais, convaincus, ont été rassurés de la stratégie et comme de fait, l'action est revenue, remontée, on pourrait dire ça ici, de manière stratosphérique. Au moment où on se parle, la valorisation de Meta frôle autour du 1,2 trilliard de dollars. Donc ça, c'est pour donner un petit peu de contexte qui s'est déroulé dans une dynamique plus financière au cours des dernières années. Après, un autre point qui est arrivé à la fin 2022, comme tout le monde le sait, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle avec le lancement de ChatGPT, l'application de OpenAI. Et à partir de là, comme beaucoup d'entreprises technologiques, Meta a voulu se prêter au jeu. Donc, ils se sont lancés dans la course à ce qu'on appelle AGI, donc l'intelligence artificielle générative. Donc, essentiellement, c'est de bâtir une intelligence qui serait, sur papier, plus intelligente que l'être humain. Quand que ça va se dérouler, 3, 4, 5, 6, 7 ans, qui sait, mais force est d'admettre que tous les gros joueurs technologiques en ce moment essayent d'être le premier dans la course à pouvoir offrir cette technologie à la population en général. Et ce qui est excessivement fascinant, pourquoi j'amène l'information ici à l'audience, c'est un petit peu la narrative qui s'installe autour de ça au moment où on se parle. Donc, pour bien situer les gens, puis on va y venir bientôt aux résultats financiers, mais il faut donner un peu de contexte. Pour bien situer les gens, pour bâtir une intelligence artificielle, on a besoin de beaucoup de choses, mais si on avait à vraiment le simplifier, on a besoin de ce qu'on appelle des GPU et on a besoin de ce qu'on appelle du data. Donc, des GPU, c'est ce qui va construire essentiellement l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on a besoin. C'est des pièces d'ordinateur essentiellement qui nous permettent de bâtir ces modèles d'intelligence artificielle. Et d'un autre côté, on doit pratiquer, entraîner plutôt ces différents modèles d'intelligence artificielle avec du data. Mais qui dans le monde a plus de data que Meta? Google, argumentablement peut-être. Twitter, argumentablement aussi. Mais on s'entend qu'ils font partie des top 2, top 3, des gens avec le plus de data. Et ce qui est intéressant, j'ai écouté un podcast il y a quelques semaines de ça, Zuckerberg disait en 2022, quand ils ont vu sur Instagram que les Reels étaient maintenant le contenu le plus consommé et que plus de 50% du contenu mis sur Instagram était du contenu suggéré au lieu du contenu que tu suis d'un de tes amis. Donc, le contenu suggéré provient des contenus Reels. Qu'est-ce que Mark Zuckerberg a fait? Et ça, c'était juste avant que ChatGPT arrive. Il a acheté et acheté et acheté ce qu'on appelle des GPU, ce qui donne la possibilité à une organisation d'entraîner ces différents modèles d'intelligence artificielle. Et qui est le gros joueur qui vend des GPU? Vous l'avez peut-être entendu le nom de cette entreprise-là dans les derniers mois, dans les dernières années, c'est NVIDIA. Et à cause de l'avènement des Reels, il en a acheté plus que tout le monde. Il en a acheté plus que Microsoft, il en a acheté plus que Google, il en a acheté plus que tout le monde, mais pas dans une optique de grand joueur d'échecs parce qu'il sentait que l'intelligence artificielle au niveau des langages comme on la connaît aujourd'hui allait venir. Non, simplement parce qu'il voulait accélérer un petit peu son investissement sur les Reels, sur le contenu qu'il pouvait donner à ses utilisateurs. Et finalement, ChatGPT se lance, l'intelligence artificielle, ça devient quelque chose que tout le monde comprend et Meta se dit, oh, là, on se retrouve dans un environnement où est-ce qu'on a plus de GPUs que tout le monde, on a plus de data que tout le monde. Pourquoi on ne se prêterait pas au jeu d'essayer de compétitionner dans cette catégorie-là? Et c'est très, très intéressant d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a quelques années, on ne parlait que du metaverse. Et si vous écoutez la narrative de Meta maintenant et de Mark Zuckerberg, tout est autour de Meta AI. Et tout ça mis en place a fait en sorte que très récemment, dans l'annonce des résultats financiers, une semaine avant l'annonce des résultats financiers, ils ont lancé ce qu'ils appellent Llama 3, ou peut-être même quelques jours même avant les résultats financiers. Et Llama 3 est une intelligence artificielle similaire à ce qu'on peut voir avec ChatGPT, avec Claude, avec Gemini de Google, qui est excessivement puissante et que certaines personnes considèrent autant puissante, voire plus puissante que ce que GPT-4 est capable de donner de ChatGPT. Tu as mentionné l'IAMA 3. L'année dernière ou l'année d'avant, il y avait été sorti l'IAMA 2 qui était passé un peu inaperçu, honnêtement. Mais là, l'IAMA 3, parce que c'est un peu le gros truc là qui vient de tomber chez Meta, j'ai l'impression que tout le monde est unanime sur le fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant que tout ce qu'il y a autour.
c'est-à-dire que des GPT comme des Claude et des Mistral, par exemple? La grosse différence, Antoine, c'est simplement qu'ils n'avaient pas d'interface avant ça. C'est-à-dire que c'était Mmh. uniquement les développeurs qui pouvaient l'utiliser dans leurs propres applications qu'ils allaient construire. Ils n'avaient pas bâti une interface à la ChatGPT ou à la Claude, à l'Anthropic. Donc, l'interface n'était pas construite. Donc, monsieur et madame tout le monde, encore une fois, ne pouvaient pas l'utiliser. Mais les développeurs voyaient la capacité incroyable de Llama 2. La différence maintenant, c'est qu'avec Llama 3, ils ont mis une interface très facile à utiliser, que vous pouvez d'ailleurs utiliser à partir d'Instagram, à partir de WhatsApp et à partir de Facebook et à partir du site web meta.ai. Donc ça, c'est intéressant ici. C'est le lancement de l'interface. Mais ce qui est encore plus intéressant, Antoine, ici, c'est le fait que cette application-là, qui est, selon beaucoup d'experts, autant voire meilleure que GPT-4, elle est gratuite. Elle est gratuite et elle est ce qu'on appelle open source. Donc, tout le monde a accès pour aller bâtir certaines applications. Et c'est là que ça change totalement le paradigme. C'est de se dire à ce moment-là, est-ce que dans le futur, un modèle où est-ce qu'on va payer 20 $ par mois pour avoir une intelligence artificielle fait du sens quand on peut l'avoir gratuit avec un Meta AI et qu'elle est open source? On va pouvoir voir dans le futur un peu ce que GPT-5 nous réserve et ce que les autres intelligences artificielles vont être capables de faire. Mais ça a été un des points marquants, frappants, qui a été divulgué, qui a été dit aux investisseurs pendant le meeting où est-ce qu'il parlait des résultats du premier trimestre. Donc ça, je pense que c'est excessivement important à mentionner, surtout pas nécessairement dans la technicalité, parce que je pense pas que les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui s'intéressent vraiment à la technicalité de l'intelligence artificielle, mais surtout dans la narrative qui s'installe chez Meta concernant sa place dans cet environnement compétitif de l'intelligence artificielle. Parce que en ce moment, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire, qui va vraiment gagner cette bataille-là? Il risque d'avoir plusieurs vainqueurs, mais ça vient aussi d'ouvrir une dynamique totalement différente pour les moteurs de recherche. C'est-à-dire, si les gens utilisent pour de vrai le Meta AI sur Instagram et sur Facebook, Meta vient peut-être de se construire une nouvelle ligne d'affaires avec ce qu'on appelle, entre parenthèses, pardonnez-moi l'anglicisme, le search, qui a toujours été détenu à 100% par Google. S'ils sont capables de rendre cette interface-là utilisable pour monsieur et madame tout le monde, il va pouvoir y avoir ultimement peut-être des annonces que nous, les annonceurs, on va pouvoir faire quand les gens font une recherche à partir de ce Meta AI-là. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant quand tu as une organisation comme Meta, c'est que tu as tellement de leviers qui s'installent autour du nombre de personnes que tu rejoins sur Instagram, du nombre de personnes que tu rejoins sur Facebook, de tout le data que tu as, que tu peux simplement venir intégrer une application comme le Meta AI et tu peux faire un effet boule de neige, un peu comme on avait vu Threads l'année dernière. Quand ils ont lancé Threads, rapidement, ils ont eu 100 millions d'utilisateurs parce qu'ils possédaient déjà la distribution. Donc, j'ai hâte de voir si dans le futur, on va voir des chiffres d'utilisation intéressants concernant Meta AI. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à la fin de l'année 2023, on avait fait tout un épisode justement sur ce qu'on avait pensé de l'année de Meta et sur ce qu'on pensait qui allait arriver sur Meta, surtout sur Facebook Ads, parce que on se le rappelle, social scaling, on parle surtout de publicité sur Facebook. Et un des points qui avait été avancé, c'est le fait que l'IA allait probablement arriver sur l'interface du Ads Manager et qu'on serait, pourquoi pas, en mesure de créer des images directement et les charger directement depuis Meta pour des publicités. Et ce qui est intéressant là, c'est que c'est déjà une première étape. Bien Une sûr. première étape dans le sens où Meta vous offre aujourd'hui, alors pas en France, mais en Amérique du Nord, et il est fort probable d'ailleurs, petite parenthèse, il est fort probable que je fasse un autre épisode sur la création publicitaire via Meta AI. Je ferme la parenthèse là-dessus, mais là, ça y est, Meta vous propose, en tout cas en Amérique du Nord, de créer des images de toutes pièces, comme pourrait le faire un Midjourney, comme pourrait le faire un DALL-E, et directement sur l'interface de Facebook. Mhm. Donc c'est hyper intéressant, ça ouvre plein de portes. On le voit aussi, mais Meta est hyper rapide, mine de rien. Alors forcément, il a une force de frappe financière qui est folle. Comme tu l'as dit, Antoine, Marc avait vachement anticipé en achetant énormément de GPU, donc avait une force de production aussi pour une IA qui était très importante. Mais ce qu'on voit, c'est que Meta est très loin d'être dépassé sur le domaine, pas du tout même, et que avec la sortie de Llama 3, il se positionne comme un des leaders finalement Bien sûr. sur l'offre qui est proposée. Tu as mentionné aussi les Reels, et ça c'est important, mais je lisais là le post de Mark Zuckerberg qui fait justement toute la synthèse de ce qui s'est passé. Il expliquait notamment que sur Instagram, plus de la moitié des contenus qui vous sont proposés grâce à de l'IA. Je regarde aussi 30% des posts sur Facebook, sur le feed, sont proposés par l'IA, ce qui est 2 fois plus qu'il y a
qu'il y a quelques années. Donc l'IA a complètement coulé sur toutes les plateformes de Meta et ça va évidemment pas aller dans le sens inverse. Non. Donc ça ouvre plein de choses, ça ouvre plein de possibilités et notamment aussi pour nous qui sommes publicitaires sur la plateforme de Meta. Bon, donc ça, je pense que c'est un petit peu la narrative qu'il faut comprendre autour de Meta. Au niveau des chiffres maintenant, ce qui s'est déroulé en Q1, donc je vous les nomme, c'est quand même intéressant de voir le tout. Donc, pour le Q1 2023, qui se terminait au 31 mars 2023, Meta avait fait 28,6 milliards de dollars de revenus. Cette année, pour la même période, ils ont été capables de générer 36,45 milliards de revenus. C'est une augmentation de 27%. C'est assez impressionnant de faire de la croissance à 20-25% de la taille qu'ils ont maintenant. Un autre point qui est intéressant, on parlait de l'année de l'efficacité. L'année dernière, ils ont eu 21,4 milliards de dollars en termes de coûts. Cette année, 22,6 milliards en termes de coûts. Donc, à peine un peu plus que l'année dernière pour 27% de plus de revenus. Qu'est-ce qui donne à la fin? C'est littéralement un bénéfice net qui se chiffre à 13,8 milliards de dollars. C'est une marge opérationnelle, plutôt une marge nette opérationnelle à 38%. C'est assez exceptionnel. C'est excessivement rare qu'on peut voir tout ça. Les autres métriques qui nous intéressent souvent, comme le nombre de personnes sur leur application est en croissance de 7% année après année. Les ad impressions sont en augmentation de 20% année après année également. Donc, écoute, les choses vont assez bien. Paradoxalement, le marché a mal répondu, je dirais, aux annonces de Meta pour une seule et bonne raison. Mark Zuckerberg, on sait, l'action avait totalement chuté quand Meta a commencé à investir massivement dans le metaverse. Et là, il a dit aux actionnaires qu'ils allaient investir plus que prévu, massivement même, il a utilisé le terme, en intelligence artificielle. Ça l'a fait peur au marché. Il y a d'autres nuances également qui s'installent. Le marché est allé un petit peu à la baisse. Depuis, l'action a repris quand même du poil de la bête. Globalement, je pense que Meta est en train de s'intégrer clairement peut-être comme le joueur de tête en termes d'intelligence artificielle pour une seule et bonne raison, ils sont gratuits. Et je pense que ça peut vraiment, vraiment, vraiment changer la donne dans le futur et ça va peut-être pousser dans le derrière Gemini à rendre Gemini gratuit, essentiellement dans la meilleure version, parce que Meta n'a pas mentionné qu'ils allaient monétiser le tout. Pas pour l'instant, mais dans le post de Mark Zuckerberg, il expliquait justement que, comme beaucoup de choses qu'ils font sur Facebook, ils démocratisent, ils font en sorte que ce soit utilisé par tout le monde finalement et Bien sûr. ensuite on commence à réfléchir à de la monétisation. J'en profite Antoine aussi juste pour faire une petite parenthèse pour ceux que ça intéresse, mais on a mentionné aussi Threads, ou du moins Mark Zuckerberg a mentionné aussi Threads, l'application qui avait été lancée l'année dernière, pour compétitionner avec Twitter, bah, finalement continue à observer de la croissance. Les chiffres officiels, c'est 150 millions Exact. d'utilisateurs actifs par mois, d'autres sources Ce qui non est énorme. officielles. Ce qui est Ouais, ce énorme. qui est énorme, évidemment. Globalement, Threads continue de croître, alors que bah forcément, il y avait eu beaucoup d'annonces sur le fait que il y a beaucoup d'utilisateurs, et puis le lendemain, il y a beaucoup moins d'utilisateurs. Forcément, il y avait l'effet d'annonce au début, et puis maintenant, bah, Threads est en train de se trouver, Threads est en train de trouver son public. De plus en plus d'influenceurs de grosses personnalités plutôt arrivent sur la plateforme. Donc finalement, les prochains mois ont l'air d'être verts pour Meta. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, en grosse synthèse, Ouais. mais ça profite du bon, je trouve. Ouais, ben effectivement, je pense que les signaux sont ouverts, comme un peu ce qu'on a été capable de voir en 2023. 2022, ça avait été très complexe, comme on le sait. Fin 2021 aussi, c'est là que ça avait commencé la pente vertigineuse. Mais écoute, c'est à voir un petit peu. Le marché évolue tellement vite là-dedans. Oui. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle évolue littéralement à tous les 2-3 semaines. Donc, au moment où on se parle, 6 mai 2024, on pourrait dire que Meta a fait une annonce importante. Llama 3 est grandement utilisé par les développeurs. Llama 3 risque d'être grandement utilisé via l'application ou plutôt l'interface Meta AI, ça va être le nom qui va être donné à tout ça. Donc, hâte de voir. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de voir à quel point il va y avoir une utilisation de Meta AI parce que ça pourrait vraiment donner une nouvelle ligne d'affaires à Meta s'ils sont capables d'avoir beaucoup, 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 beaucoup de recherches. Automatiquement, ils pourraient prendre un 2, 3, 4, 5, 10%, 20%, bon, là, je force le trait, du marché du search aux joueurs qu'on connaît. Est-ce que ça peut se dérouler dans un environnement de 1, 2, 3, 4, 5 ans? À voir, mais je pense que c'est un coup assez stratégique ici. Et oui, je pense que les signaux sont ouverts, les chiffres sont ouverts et je pense que c'est bien de les voir proactifs là-dessus.
Parfait. Bah, écoute, on pense globalement la même chose. Affaire à suivre du coup et on refera un épisode, sur les prochaines annonces de Meta du coup dans quelques mois pour, évidemment continuer à vous dire ce qui se passe chez Meta. Est-ce que Meta se porte bien? Est-ce qu'on peut en attendre de façon publicitaire? Merci beaucoup Antoine. Fantastique, à bientôt. À bientôt tout le monde. On se retrouve au prochain épisode de Social Scaling. À très vite.